Bonjour à toi et bienvenue sur e-learning physique-chimie. Je t'ai proposé dans la dernière vidéo de réfléchir sur un exercice dont je te propose à nouveau l'énoncé. Il s'agit donc d'étudier la réaction suivante qui est mise en jeu lors de la désintoxication de patients au monoxyde de carbone. En effet, la molécule de monoxyde de carbone CO peut se fixer sur le complexe du fer présent dans l'hémoglobine et dans ces conditions empêcher la fixation du dioxygène et son transport dans l'organisme jusqu'au tissu. Lorsque les patients sont intoxiqués au monoxyde de carbone, on leur fait subir, enfin ils bénéficient d'une oxygénothérapie sous pression de dioxygène supérieure à 1 bar. La réaction alors mise en jeu est cette réaction d'échange entre les deux molécules de monoxyde de carbone et de dioxygène. Ce complexe et celui-ci étant en phase aqueuse, puisqu'ils sont dans ton sang, alors que dioxygène et monoxyde de carbone sont en phase gazeuse. Les données sont les suivantes. On te donne a priori la loi cinétique qui dépend donc de la concentration du complexe et de la pression de dioxygène. On te propose la courbe représentative de l'évolution du pourcentage du complexe au cours du temps, et ce à pression de dioxygène fixée. Et on propose ensuite un tableau de valeurs reportant les différentes valeurs de temps de demi-réaction pour différentes pressions en dioxygène au cours de différentes expériences. L'objectif étant de déterminer les deux ordres partiels relatifs aux deux réactifs. Alors, dans un premier temps, il faut comprendre qu'on ne pourra pas déterminer simultanément les deux ordres partiels alpha et bêta, et je l'ai déjà évoqué dans des vidéos antérieures. En fait, si j'écris la définition de la vitesse et que j'égalise avec cette loi cinétique, on obtient une équation différentielle avec deux concentrations, une concentration et une pression. On ne pourra pas résoudre, bien évidemment, cette équation différentielle. Donc, on va se poser le problème de la simplification de la loi cinétique. L'énoncé précise que les différentes manipulations sont faites à pression de dioxygène constante, fixée. On est donc dans les conditions d'une dégénérescence de l'ordre. Ce qui nous permet de simplifier la loi cinétique. On fait apparaître une constante de vitesse apparente, dont l'expression est bien évidemment la suivante. Dans ces conditions, on va probablement, grâce à la courbe, déterminer l'ordre partiel par rapport à ce premier réactif. Alors, on te propose une courbe représentative de l'évolution du pourcentage de cette espèce en fonction du temps. Alors, bien évidemment, on peut, à partir de là, relever des points sur la courbe correspondante pour pouvoir remplir le tableau de valeurs suivantes. À différents instants, on peut connaître donc le pourcentage relatif à la concentration de ce complexe. Alors, le pourcentage est à relier très très facilement à la concentration de ce complexe, puisqu'effectivement, le pourcentage va se définir comme le rapport de la concentration sur la somme des concentrations en phase aqueuse, sachant que la somme de ces concentrations est égale à la concentration initiale de départ, la concentration initiale de la carboxyhémoglobine. En effet, si je note C0 la concentration de départ, X l'avancement volumique à un instant T, lorsqu'il part X mol par litre du complexe de départ, on va former X mol par litre du deuxième complexe. À partir de là,
on peut penser à la méthode intégrale, puisqu'on a accès au suivi de la concentration du réactif au cours du temps. Dans la mesure où l'énoncé ne nous indique pas de valider un certain ordre, on pourrait éventuellement supposer un ordre 0, ou avant de supposer un ordre 1 ou 2, alors on va supposer l'ordre entier. Très vite, on va se rendre compte que l'ordre ne peut pas être égal à 0. En effet, d'après des résultats antérieurs, si l'ordre vaut 0, tu sais que dans ces conditions, la concentration en réactif évolue linéairement avec le temps. Ce qui n'est pas observé ici. On va donc supposer désormais une cinétique d'ordre partiel égal à 1. Dans ces conditions, après intégration de l'équation différentielle relative à la concentration du réactif entre l'instant initial et l'instant t, on obtient que le logarithme népérien de la concentration sur la concentration de départ est égal à moins k apparent fois t. C'est-à-dire le logarithme népérien finalement du pourcentage est égal à moins k apparent fois t. Il nous suffit, à partir des valeurs reportées dans le tableau, de tracer la courbe représentative de l'évolution du logarithme népérien de ce pourcentage en fonction de t pour conclure, ou de réaliser une régression linéaire. Dans ces conditions, tu peux vérifier qu'effectivement l'ordre est validé. Il s'agit désormais de déterminer le deuxième ordre partiel relatif au dioxygène. Pour ce faire, on va utiliser les résultats apparaissant dans ce tableau. On te donne aux différentes valeurs de pression en dioxygène la valeur du temps de demi-réaction correspondante. Il serait intéressant, dans la mesure où on vient de déterminer le premier ordre partiel, d'exprimer dans ces conditions le temps de demi-réaction en fonction de la constante apparente. En effet, cette expérience comme celle-ci sont réalisées à une pression dioxygène fixée, donc on est dans les conditions d'une dégénérescence de l'ordre. Cette expression est donc valide pour toutes les expériences envisagées. Quelles que soient les expériences, on peut donc en déduire que le ln du pourcentage est égal à moins k apparent fois t. Sachant qu'à t1,5, temps de demi-réaction, la moitié du réactif a été consommé, il reste donc un pourcentage de 50%. D'où l'expression de T1,5 qui est égale à ln de 2 sur K apparent. L'expression qu'on a établie précédemment et qu'on retrouve ici. Or, d'après la simplification de la loi cinétique de tout à l'heure, on avait écrit l'expression de la constante apparente en fonction de la pression en dioxygène à la puissance de son ordre. Dans ces conditions, le temps de demi-réaction s'exprime de manière simple en fonction de cette pression et de l'ordre bêta. À partir des valeurs du tableau, on s'aperçoit que lorsque la pression en dioxygène, exprimée ici en bar, est multipliée par 5, alors le temps de demi-réaction exprimé en minutes est divisé par 5. Dans ces conditions, le temps de demi-réaction est inversement proportionnel à la pression dioxygène, ce qui nous permet de conclure que
l'ordre partiel par rapport au deuxième réactif, bêta, vaut 1. Donc on vient de déterminer les deux ordres partiels, alpha et bêta, 1 et 1, donc on a ici un type d'ordre global égal à 2. Je me permets de faire une dernière remarque avant de conclure. Dans la mesure où on te proposait la courbe représentative de l'évolution d'une concentration ou du pourcentage de celle-ci au cours du temps, on pouvait éventuellement penser à la méthode différentielle. Alors, je vais donc apporter des précisions sur cette méthode, même si je l'avais déjà explicité dans une vidéo précédente. Je reviens sur le principe de cette méthode. Si je définis la vitesse à partir de la concentration du complexe réactif, et si j'écris la loi cinétique correspondante, à partir du moment où j'ai accès au pourcentage ou à la concentration de cette entité à différents instants, je pourrais, grâce à la courbe, avoir accès peut-être à la valeur de la dérivée correspondante. En effet, si j'ai la courbe représentative de l'évolution d'une concentration au cours du temps, on s'aperçoit que si on trace à un instant t la tangente à la courbe, la valeur du coefficient directeur de la tangente est tout simplement égale à la dérivée. Donc on peut dire que la vitesse de la réaction dans ces conditions, c'est l'opposé du coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse t. Ce qui nous permettrait, si on réitère l'opération à t', t seconde, t tierce, etc., d'accéder aux valeurs de vitesse correspondantes à ces différents instants. Alors on comprend bien évidemment que cette méthode est lourde et peu précise puisqu'elle nécessite de tracer plusieurs tangentes à la courbe avant d'en déterminer le coefficient directeur. Mais dans ces conditions, si on accède donc à la vitesse, grâce à ce que je viens de préciser, on va pouvoir déterminer l'ordre. Alors cette méthode est intéressante si nous n'avons aucune idée sur la valeur de l'ordre. L'ordre peut être entier ou pas. Si rien n'est précisé dans l'énoncé, pour déterminer cet ordre partiel, qui est donc l'inconnu, on va abaisser la puissance. À ce moment-là, on va passer au logarithme népérien de la vitesse. À ce moment-là, le logarithme népérien de la vitesse va s'exprimer de manière simple en fonction du logarithme népérien de la concentration. Si on accède donc à la vitesse à différents instants et à la concentration du réactif à différents instants, on va pouvoir tracer le logarithme népérien de la vitesse en fonction du logarithme népérien de la concentration. Si d'ailleurs on n'obtient pas une droite, on pourra conclure sur le fait que la réaction n'admet pas d'ordre. Si on obtient une droite, on pourra confirmer que la réaction admet un ordre, et dans ces conditions, le coefficient directeur de la droite correspondra à la valeur de cet ordre, qui peut être donc éventuellement non entier. Voilà pour les remarques concernant la méthode différentielle. Alors, en conclusion de ce petit problème, tu dois donc vérifier, puisqu'il y a plusieurs réactifs, que tu es dans les conditions où tu peux simplifier la loi cinétique, ce qui te permet déjà de déterminer un ordre partiel. La méthode intégrale est ici la plus judicieuse, bien évidemment. Ne perds pas de vue que l'expression ensuite du temps de demi-réaction est obtenue assez facilement à partir de la constante apparente, donc nécessairement de la pression du dioxygène, ce qui nous permet de conclure sur la valeur du deuxième ordre partiel. Voilà, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt sur la chaîne.